Bienvenue sur Classique en lecture, le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, chapitre 17. L'art, la science, il me semble que vous avez payé votre bonheur un bon prix, dit le sauvage, quand ils furent seuls. Est-ce tout ? Mais il y a encore la religion, bien entendu, répondit l'administrateur. Il y avait autrefois quelque chose qu'on appelait Dieu, avant la guerre de 9 ans. Mais j'oubliais. Vous savez bien ce que c'est que Dieu, n'est-ce pas ? Ma foi, le sauvage hésita. Il eût voulu dire quelques mots de la solitude, de la nuit, de la messa s'étendant pâle sous la lune, du précipice, du plongeon dans les ténèbres pleines d'ombre, de la mort. Il eût voulu parler, mais il n'y avait pas de mots, pas même dans Shakespeare. L'administrateur cependant avait traversé toute la pièce et ouvrait un grand coffre-fort encastré dans le mur entre des rayons de livres. La lourde porte s'ouvrit, fouillant dans l'obscurité du coffre. « C'est un sujet, dit-il, qui m'a toujours vivement intéressé. » Il en tira un gros volume noir. « Vous n'avez jamais lu ceci, par exemple ?» Le sauvage le prit. « La Sainte Bible contenant l'Ancien et le Nouveau Testament », lut-il tout haut sur la page de titre. « Ni ceci. » C'était un petit livre qui avait perdu sa couverture. L'imitation de Jésus-Christ. Ni ceci. Il tendit un autre volume. Les variétés de l'expérience religieuse, par William James. Et j'en ai encore des tas, continua Mustapha Meunier, reprenant son siège. Toute une collection de vieux livres pornographiques. Dieu dans le coffre-fort et Ford sur les rayons. Il désigna en riant sa bibliothèque avouée, les rayons chargés de livres, les casiers pleins de bobines pour machines à lire et de rouleaux à impression sonore. « Mais si vous êtes renseigné sur Dieu, pourquoi ne leur en parlez-vous pas ?» demanda le sauvage avec indignation. « Pourquoi ne leur donnez-vous pas ces livres sur Dieu ?»« Pour une raison identique à celle en vertu de laquelle nous ne leur donnons pas Othello. Ils sont vieux. Ils traitent de Dieu tel qu'il était il y a des centaines d'années, non pas de Dieu tel qu'il est à présent. Mais Dieu ne change pas. Mais les hommes changent, eux. Quelle différence cela fait-il ? Tout un monde de différence, dit Mustapha Meunier. Il se lève de nouveau et alla au coffre-fort. Il était un homme qui s'appelait le cardinal Newman, dit-il. Un cardinal, s'écria-t-il, par manière de parenthèse. C'était une sorte d'archichantre. Moi, Pandolf, de la belle Milan le cardinal, j'ai lu des choses sur eux dans Shakespeare. Assurément. Eh bien, comme je le disais, il était un homme qui s'appelait le cardinal Newman. Ah, voici le livre. Il le tira. Et pendant que j'y suis, je vais prendre également celui-ci. Il est d'un homme qui s'appelait Mène de Biran. C'était un philosophe, si vous savez ce que c'était que cela. Un homme qui rêve de moins de choses qu'il n'en existe au ciel et sur la terre, dit promptement le sauvage. Parfaitement. Dans un instant, je vous lirai l'une des choses dont il rêva effectivement. En attendant, écoutez ce qu'a dit ce vieil archichantre. Il ouvrit le livre à un endroit marqué d'un signet et se mit à lire. Nous ne nous appartenons pas plus à nous-mêmes que nous n'appartenons à ce que nous possédons. Ce n'est pas nous qui nous sommes faits. Nous ne pouvons pas avoir la juridiction suprême sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas notre maître. Nous sommes la propriété de Dieu. N'est-ce pas notre bonheur d'envisager la chose de cette manière ? Est-ce à titre quelconque un bonheur ou un réconfort de considérer que nous nous appartenons à nous-mêmes ? Ceux qui sont jeunes et en état de prospérer peuvent le croire. Ceux-là peuvent croire que c'est une grande chose que de pouvoir tout ordonner à leur idée, comme ils le supposent, de ne dépendre de personne, de n'avoir à penser à rien qui soit hors de vue, de n'avoir pas à se préoccuper de la reconnaissance continue, de la prière continue, de l'obligation continue de rapporter à la volonté d'un autre ce qu'ils font. Mais à mesure que le temps s'écoule, ils s'apercevront, comme tous les hommes, que l'indépendance n'a pas été faite pour l'homme, qu'elle est un état antinaturel, qu'elle peut suffire pour un moment, mais ne nous mène pas en sécurité jusqu'au bout. Mustapha Meunier s'arrêta, posa le premier livre, et prenant l'autre, en feuilleta les pages. « Prenez ceci, par exemple, dit-il. » Et de sa voix profonde, il se remit à lire. On vieillit, on a le sentiment radical de faiblesse, d'atonie, de malaise, qui tient au progrès de l'âge.
et on se dit malade. On se berce de l'idée que cet état pénible tient à quelque cause particulière, dont on espère se guérir comme d'une maladie. Vaines imaginations. La maladie, c'est la vieillesse, et elle est misérable. Il faut s'y résigner. On dit que si les hommes deviennent religieux ou dévots en avançant en âge, c'est qu'ils ont peur de la mort et de ce qui doit la suivre dans une autre vie. Mais j'ai quant à moi la conscience que sans aucune terreur semblable, sans aucun effet d'imagination, le sentiment religieux peut se développer à mesure que nous avançons en âge. Parce que les passions étant calmées, l'imagination et la sensibilité moins excitées ou excitables, la raison est moins troublée dans son exercice, moins offusquée par les images ou les affections qui l'absorbaient. Alors Dieu, le souverain bien, sort comme des nuages. Notre âme le sent, le voit, en se tournant vers lui, source de toute lumière, parce que, tout échappant dans le monde sensible, l'existence phénoménique, n'étant plus soutenue par les impressions externes et internes, on sent le besoin de s'appuyer sur quelque chose qui reste et qui ne trompe pas, sur une réalité, sur une vérité absolue, éternelle. Parce qu'enfin, ce sentiment religieux, si pur, si doux à éprouver, peut compenser toutes les autres pertes. Mustapha Meunier ferma le livre et s'adossa en arrière dans son fauteuil. L'une des nombreuses choses du ciel et de la terre dont n'aient pas rêvé ces philosophes, c'est ceci. Il brandit la main. C'est nous, c'est le monde moderne. On ne peut être indépendant de Dieu que pendant qu'on a la jeunesse et la prospérité. Eh bien, voilà que nous avons la jeunesse et la prospérité jusqu'à la fin dernière. Qu'en résulte-t-il ? Manifestement que nous pouvons être indépendants de Dieu. Le sentiment religieux compensera toutes nos pertes. Mais il n'y en a pas pour nous de pertes à compenser. Le sentiment religieux est superflu. Et pourquoi irions-nous à la recherche d'un succédané de désirs juvéniles, quand les désirs juvéniles ne nous font jamais défaut ? D'un succédané de distraction, quand nous continuons à jouir de toutes les vieilles bêtises absolument jusqu'au bout ? Quel besoin avons-nous de repos, quand notre esprit et notre corps continuent à se délecter dans l'activité ? De consolation alors que nous avons le soma, de quelque chose d'immuable quand il y a l'ordre social. Alors vous croyez qu'il n'y a pas de Dieu ? Non, je crois qu'il y en a fort probablement un. Alors pourquoi ? Mustapha Meunier l'arrêta. Mais il se manifeste de façon différente aux différents hommes. Dans les temps prémodernes, il se manifestait comme l'être qui est décrit dans ses livres. À présent, comment se manifeste-t-il à présent ? Demanda le sauvage. Eh bien, il se manifeste en tant qu'absence, comme s'il n'existait absolument pas. Cela, c'est votre faute. Dites que c'est la faute de la civilisation. Dieu n'est pas compatible avec les machines, la médecine scientifique et le bonheur universel. Il faut faire son choix. Notre civilisation a choisi les machines, la médecine et le bonheur. C'est pourquoi il faut que je garde ces livres enfermés dans le coffre-fort. Ils sont de l'ordure. Les gens seraient scandalisés si... Le sauvage l'interrompit. Mais n'est-ce pas une chose naturelle de sentir qu'il y a un Dieu ? Vous pourriez tout aussi bien demander s'il est naturel de fermer son pantalon avec une fermeture éclair, dit l'administrateur d'un ton sarcastique. Vous me rappelez entre autres ces anciens, du nom de Bradley. Ils définissaient la philosophie comme l'art de trouver une mauvaise raison à ce qu'on croit d'instinct. Comme si l'on croyait quoi que ce soit d'instinct. On croit les choses parce qu'on a été conditionné à les croire. L'art de trouver de mauvaises raisons à ce que l'on croit, en vertu d'autres mauvaises raisons, c'est cela la philosophie. On croit en Dieu parce qu'on a été conditionné à croire en Dieu. Pourtant, malgré tout, insista le sauvage, il est naturel de croire en Dieu quand on est seul, tout seul la nuit, quand on songe à la mort. Mais on n'est jamais seul à présent, dit Mustapha Meunier. Nous faisons en sorte que les gens détestent la solitude, et nous disposons la vie de telle sorte qu'il leur soit à peu près impossible de la connaître jamais. Le sauvage acquiesça d'un signe de tête, avec tristesse. À Malpais, il avait souffert parce qu'on l'avait exclu des activités communes du pueblo. Dans le Londres civilisé, il souffrait parce qu'il ne pouvait jamais s'évader de ces activités communes, parce qu'il ne pouvait jamais être tranquille et seul. Vous souvenez-vous de ce passage du roi Lear, dit enfin le sauvage. Les dieux sont justes, et de nos vices aimables font des instruments pour nous tourmenter.
L'endroit sombre et corrompu, où il te conçut, lui coûta les yeux. Et Edmund répond, « Vous vous souvenez? Il est blessé, il est mourant. Tu as dit vrai, c'est la vérité. La roue a fait son tour complet, et me voilà. » Qu'en dites-vous, voyons? Ne semble-t-il pas qu'il y ait un Dieu dirigeant les choses, punissant, récompensant? Eh, le semble-t-il? Interrogea à son tour l'administrateur. Vous pouvez vous livrer avec une neutre à tous les vices aimables qu'il vous plaira, sans courir le risque de vous faire crever les yeux par la maîtresse de votre fils. La roue a fait son tour complet, et me voilà. Mais où donc serait Edmund de nos jours? Assis dans un fauteuil pneumatique, passant le bras autour de la taille d'une femme, suçant sa gomme à mâcher à l'hormone sexuelle, assistant à un film sentant. Les dieux sont justes, sans doute, mais leur code de loi est dicté, en dernier ressort, par des gens qui organisent la société. La Providence reçoit son mot d'ordre des hommes. « En êtes-vous sûr ?» demanda le sauvage. « Êtes-vous bien sûr qu'Edmund, dans ce fauteuil pneumatique, n'a pas été puni tout aussi sévèrement que l'Edmund blessé et saignant à mort? Les dieux sont justes. N'ont-ils pas fait usage de ces vices aimables pour le dégrader? » Le dégrader de quelle situation? Comme citoyen heureux, assidu au travail, consommateur de richesse, il est parfait. Bien entendu, si vous choisissez un modèle d'existence différent d'une autre, alors peut-être pourrez-vous dire qu'il est dégradé. Mais il faut s'en tenir à une série de postulats. On ne peut pas jouer au golf électromagnétique suivant les règles de la bagatelle centrifuge. Mais la valeur ne réside pas dans la volonté particulière, dit le sauvage. Elle maintient l'estime et la dignité aussi bien là où elle est précieuse en elle-même que chez celui qui l'a prise. Allons, allons, protesta Mustapha Meunier. Cela s'est allé un peu trop loin, vous ne trouvez pas? Si vous vous laissez aller à penser à Dieu, vous ne vous laisseriez pas dégrader par des vices aimables. Vous auriez une raison pour supporter patiemment les choses, pour faire les choses avec courage. J'ai vu cela chez les Indiens. J'en suis convaincu, dit Mustapha Meunier. Mais aussi, nous ne sommes pas des Indiens. Un homme civilisé n'a nul besoin de supporter quoi que ce soit de sérieusement désagréable. Quant à faire les choses, Ford le garde d'avoir jamais cette idée en tête. Tout l'ordre social serait bouleversé si les hommes se mettaient à faire des choses de leur propre initiative. Et le renoncement alors? Si vous aviez un Dieu, vous auriez un motif de renoncement. Mais la civilisation industrielle n'est possible que lorsqu'il n'y a pas de renoncement. La jouissance jusqu'aux limites extrêmes que lui imposent l'hygiène et les rois économiques, sans quoi les rouages cessent de tourner. Vous auriez un motif de chasteté, dit le sauvage, rougissant légèrement, tandis qu'il prononçait ces paroles. Mais qui dit chasteté, dit passion. Qui dit chasteté, dit neurasthénie. Et la passion et la neurasthénie, c'est l'instabilité. L'instabilité, c'est la fin de la civilisation. On ne peut avoir une civilisation durable sans une bonne quantité de vices aimables. Mais Dieu est la raison d'être de tout ce qui est noble, beau, héroïque. Si vous aviez un Dieu... Mon jeune cher ami, dit Mustapha Meunier, la civilisation n'a pas le moindre besoin de noblesse ou d'héroïsme. Ces choses-là sont des symptômes d'incapacité politique. Dans une société convenablement organisée comme la nôtre, personne n'a l'occasion d'être noble ou héroïque. Il faut que les conditions deviennent foncièrement instables avant qu'une telle occasion puisse se présenter. Là où il y a des guerres, là où il y a des serments de fidélité multiples et divisés, là où il y a des tentations auxquelles on doit résister, des objets d'amour pour lesquels il faut combattre ou qu'il faut défendre, là, manifestement, la noblesse et l'héroïsme ont un sens. Mais il n'y a pas de guerre de nos jours. On prend le plus grand soin de nous empêcher d'aimer exagérément qui que ce soit. Il n'y a rien qui ressemble à un serment de fidélité multiple. Vous êtes conditionné de telle sorte que vous ne pouvez vous empêcher de faire que ce que vous avez à faire. Et ce que vous avez à faire est dans l'ensemble si agréable, on laisse leur libre jeu à un si grand nombre de nos impulsions naturelles qu'il n'y a véritablement pas de tentation auquel il faille résister. Et si jamais, par quelque malchance, il se produisait d'une façon ou d'une autre quelque chose de désagréable, eh bien, il y a toujours le soma qui vous permet de prendre un congé, de vous évader de la réalité. Et il y a toujours le soma pour calmer votre colère, pour vous réconcilier avec vos ennemis, pour vous rendre patient et vous aider à supporter les ennuis. Autrefois, on ne pouvait accomplir ces choses-là qu'en faisant des gros efforts, et après des années d'entraînement moral pénible.
À présent, on avale 2 ou 3 comprimés d'un demi-gramme, et voilà. Tout le monde peut être vertueux à présent. On peut porter sur soi, en flacon, au moins la moitié de sa moralité. Le christianisme sans larmes. Voilà ce qu'est le soma. Mais les larmes sont nécessaires. Vous ne vous souvenez pas de ce qu'a dit Othello ? Si après toute tempête il advient de tel calme, alors que les vents soufflent jusqu'à ce qu'ils aient réveillé la mort. Il y a une histoire que nous contaient des vieux Indiens au sujet de la fille de Matsaki. Les jeunes gens qui désiraient l'épouser devaient passer une matinée à sarcler son jardin avec une houe. Cela semblait facile, mais il y avait des mouches et des moustiques tous enchantés. La plupart des jeunes gens étaient absolument incapables de supporter les morsures et les piqûres. Mais celui qui en était capable, celui-là obtenait la jeune fille. Charmant. Mais dans les pays civilisés, dit l'administrateur, on peut avoir les jeunes filles sans sarcler pour elles avec une houe. Il n'y a pas de mouches ni de moustiques pour nous piquer. Il y a des siècles que nous nous en sommes complètement débarrassés. Le sauvage eut un signe de tête d'acquiescement, avec un froncement de sourcils. Vous vous en êtes débarrassé, oui, c'est bien là votre manière. Se débarrasser de tout ce qui est désagréable, au lieu d'apprendre à s'en accommoder. Savoir qu'il est plus noble en esprit de subir les coups et les flèches de la fortune adverse, ou de prendre les armes contre un océan de malheur, et en leur tenant tête, d'y mettre fin. Mais vous ne faites ni l'un ni l'autre. Vous ne subissez ni ne tenez tête. Vous abolissez tout bonnement les coups et les flèches. C'est trop facile. Il se tut tout à coup, songeant à sa mère. Dans sa chambre du 37e étage, Linda avait flotté dans une mer de lumière chantante et de caresses parfumées. Elle était partie en flottant, hors de l'espace, hors du temps, hors de la prison de ses souvenirs, de ses habitudes, de son corps vieilli et bouffi. Et Tomakin, ex-directeur de l'incubation et du conditionnement, Tomakin était en congé, évadé de l'humiliation et de la douleur, dans un monde où il ne pouvait pas entendre ses paroles, se rire railleur, où il ne pouvait pas voir ce visage hideux, sentir ses bras moites et flasques autour de son cou, dans un monde de splendeur. Ce qu'il vous faut, reprit le sauvage, c'est quelque chose qui comporte des larmes, au contraire, en guise de changement. Rien ne s'achète assez cher ici. 12 500 000 $ avait protesté Henry Foster, quand le sauvage lui avait dit cela. 12 500 000, voilà ce qu'a coûté le nouveau centre de conditionnement. Pas un cent de moins. Exposer ce qui est mortel, fût-ce une coquille d'œuf, au hasard du danger, à la mort. N'est-ce pas quelque chose, cela ? Demanda-t-il, levant le regard sur Mustapha Meunier. Même en faisant totalement abstraction de Dieu, et pourtant Dieu en constituerait, bien entendu, une raison. N'est-ce pas quelque chose que de vivre dangereusement ? Je crois bien que c'est quelque chose, répondit l'administrateur. Les hommes et les femmes ont besoin qu'on leur stimule de temps en temps les capsules surrénales. Comment ? Interrogea le sauvage, qui ne comprenait pas. C'est l'une des conditions de la santé parfaite. C'est pourquoi nous avons rendu obligatoire les traitements de SPV. SPV ? Succédané de passions violentes. Régulièrement, une fois par mois, nous irriguons tout l'organisme avec un flot d'adrénaline. C'est l'équivalent psychologique complet de la peur et de la colère. Tous les effets toniques que produit le meurtre de Desdémone et le fait d'être tué par Othello, sans aucun des désagréments. Mais cela me plaît, les désagréments. Pas à nous, dit l'administrateur. Nous préférons faire les choses en plein confort. Mais je n'en veux pas du confort. Je veux Dieu, je veux de la poésie, je veux du danger véritable, je veux de la liberté, je veux de la bonté, je veux du péché. En somme, dit Mustapha Meunier, vous réclamez le droit d'être malheureux. Eh bien, soit, dit le sauvage d'un ton de défi, je réclame le droit d'être malheureux. Sans parler du droit de vieillir, de devenir laid et impotent, du droit d'avoir la syphilis et le cancer, du droit d'avoir trop peu à manger, du droit d'avoir des poux, du droit de vivre dans l'appréhension constante de ce qui pourra se produire demain, du droit d'attraper la typhoïde, du droit d'être torturé par des douleurs indicibles de toutes sortes. Il y eut un long silence. « Je les réclame tous, » dit enfin le sauvage. Mustapha Meunier haussa les épaules. « On vous les offre de grand cœur, dit-il. » Chapitre 18. Chapitre final.
La porte était entr'ouverte. Ils entrèrent. « John ?» De la salle de bain arriva un bruit désagréable et caractéristique. « Qu'est-ce donc qui ne va pas ?» cria Helmholtz. Il n'y eut pas de réponse. Le bruit désagréable fut répété 2 fois. Il y eut un silence. Puis, avec un cliquetis métallique, la porte de la salle de bain s'ouvrit, et tout pâle, le sauvage apparut. « Dites donc, s'écria Helmholtz avec sollicitude, vous avez réellement l'air malade, John. Avez-vous mangé quelque chose qui n'a pas passé ?» demanda Bernard. Le sauvage fit signe de tête affirmatif. « J'ai mangé la civilisation. »« Hein ?» ?»« Elle m'a empoisonné. J'étais souillé. Et ensuite, ajouta-t-il d'une voix plus basse, j'ai mangé mon propre péché. »« Oui, mais quoi donc au juste ? Je veux dire, à l'instant, vous... » »« Maintenant, je suis purifié, dit le sauvage. J'ai bu de la moutarde avec de l'eau tiède. » Les autres le dévisagèrent avec étonnement. « Vous voulez dire que vous le faisiez exprès ?» demanda Bernard. « C'est comme cela que les Indiens se purifient toujours. » Il s'assit et, soupirant, se passa la main sur le front. « Je vais me reposer quelques instants, dit-il. Je suis un peu fatigué. »« Eh bien, ça ne m'étonne pas, dit Helmholtz. Après un silence. « Nous venons vous dire au revoir, reprit-il sur un autre ton. Nous partons demain matin. »« Oui, nous partons demain matin, dit Bernard, sur le visage de qui le sauvage remarqua une expression nouvelle de détermination résignée. « Et à propos, John, continua-t-il, se penchant en avant sur sa chaise et posant une main sur le genou du sauvage, je voudrais vous dire combien je regrette tout ce qui s'est passé hier. » Il rougit. « Combien j'ai honte, reprit-il, malgré sa voix incertaine. Combien, en vérité, le sauvage l'interrompit tout net, et lui prenant la main, la pressa affectueusement. « Helmholtz a été extraordinairement gentil pour moi, reprit Bernard, après une petite pause. Sans lui, j'aurais... Allons, allons, protesta Helmholtz. Il y eut un silence. Malgré leur tristesse, à cause de leur tristesse même, car leur tristesse était le symptôme de l'affection qu'ils ressentaient les uns pour les autres, les 3 jeunes gens étaient heureux. « Je suis allé voir l'administrateur ce matin, dit enfin le sauvage. »« Pourquoi ?»« Pour demander si je ne pouvais pas aller aux îles avec vous. »« Et qu'a-t-il dit ?» demanda avidement Helmholtz. Le sauvage hocha la tête. Il n'a pas voulu me le permettre. « Pourquoi pas ? Il a dit qu'il voulait poursuivre l'expérience. Mais je veux que le diable m'emporte, ajouta le sauvage avec une fureur soudaine. Je veux que le diable m'emporte si je continue à servir de sujet d'expérience. Pas pour tous les administrateurs du monde. Moi aussi, je m'en irai demain. Mais où ? Demandèrent les autres en unisson. Le sauvage haussa les épaules. N'importe où, ça m'est égal, pourvu que je puisse être seul. De Guildford, la voie aérienne descendante suivait la vallée de la Wey jusqu'à Gondaming, puis par Milford et Wiltey, se dirigeait sur Haslemere et continuait par Petersfield vers Portsmouth. Suivant un tracé à peu près parallèle, la voie montante passait par Worplesdon, Tongham, Puttenham, Elstead et Greyshot. Entre la crête de Oxbag et Hindhead, il y avait des endroits où les 2 lignes n'étaient pas distantes de plus de 6 ou 7 kilomètres. Cette distance était trop faible pour les aviateurs négligents, surtout la nuit, et quand ils avaient absorbé un demi-gramme de trop. Il y avait eu des accidents sérieux. On avait décidé de dévier la voie montante de quelques kilomètres vers l'ouest. Entre Greyshot et Tongham, 4 phares aériens abandonnés jalonnaient le tracé de l'ancienne route de Portsmouth à Londres. Les cieux au-dessus d'eux étaient silencieux et déserts. C'est par Selborne, Bordon et Farnham que, ronflant et rugissant, passaient à présent sans discontinuer les hélicoptères. Le sauvage avait choisi pour ermitage le vieux phare qui se dressait sur la crête du coteau entre Puttenham et Elstead. Le bâtiment était en béton armé et en excellent état, presque trop confortable, avait pensé le sauvage, lorsqu'il avait, pour la première fois, exploré les lieux, presque trop luxueusement civilisés. Il apaisa sa conscience en se promettant, en compensation, une discipline personnelle plus rigoureuse, des purifications d'autant plus complètes et foncières. Sa première nuit dans l'ermitage fut de propos délibérés une nuit d'insomnie. Il la passa à genoux,
adressant ses prières tantôt à ce ciel, auprès duquel le coupable Claudius avait mendié son pardon, tantôt en Zuni, à Awana-Wilona, tantôt à Jésus et Pukong, tantôt à son propre animal gardien, l'aigle. De temps à autre, il étendait les bras comme s'ils étaient en croix, et les tint ainsi de longues minutes, d'une douleur qui croissait jusqu'à devenir un paroxysme de torture frémissante. Il les tenait ainsi, en crucifixion volontaire, tandis qu'il répétait entre ses dents serrées, cependant que la sueur lui ruisselait le long du visage. « Oh, pardonnez-moi, purifiez-moi, oh, secourez-moi pour que je sois vertueux. » À plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il fût sur le point de s'évanouir de douleur. Quand arriva le matin, il éprouva la sensation d'avoir gagné le droit d'habiter le phare. Oui, quoiqu'il y eût encore des vitres, à la plupart des fenêtres, quoique la vue qu'on avait de la plate-forme fût si belle. Car la raison même pour laquelle il avait choisi le phare était devenue presque immédiatement une raison d'aller ailleurs. Il avait résolu de vivre là parce que la vue était si belle, parce que, de ce point dominant le paysage, il lui paraissait contempler au large l'incarnation d'une chose divine. Mais qui était-il donc, pour être comblé par le spectacle quotidien, voire horaire, de la beauté? Qui était-il donc pour vivre dans la présence visible de Dieu? Tout ce qu'il méritait, en fait d'habitation, c'est quelque étable crasseuse, quelque trou sans lumière dans le sol. Encore tout courbaturé et endolori après une longue nuit de souffrance, mais pour cette raison même, rassuré intérieurement, il grimpa à la plate-forme de sa tour et contempla le monde brillant, à l'aube, qu'il avait de nouveau gagné le droit d'habiter. Au nord, la vue était limitée par la longue arête de craie de la crête de Huxback, derrière l'extrémité orientale de laquelle s'élevaient les tours des 7 gratte-ciel qui constituaient Guildford. Les apercevant, le sauvage fit la grimace, mais il devait se réconcilier avec elle par la suite, car la nuit, elle scintillait gaiement en constellations géométriques, ou bien, éclairée par des projecteurs, elle dirigeait leurs doigts lumineux d'un geste que personne en Angleterre, si ce n'est le sauvage, ne comprenait à présent, avec solennité vers les mystères insondables des cieux. Dans la vallée qui séparait la crête de Huxback de la colline sablonneuse sur laquelle s'élevait le phare, Puttenham était un petit village modeste, haut de 9 étages, avec des silos, un établissement d'élevage de volailles et une petite usine à vitamine D. De l'autre côté du phare, vers le sud, le terrain descendait en longues pentes couvertes de bruyères, jusqu'à une succession d'étangs. Au-delà, au-dessus des bois intermédiaires, s'élevait la tour à 14 étages d'Elstead, vaguement perceptible sur le fond brumeux de l'air d'Angleterre. Hindhead et Selborne sollicitaient les regards vers un lointain bleu et romanesque. Mais ce n'était pas le lointain seul qui avait attiré le sauvage à son phare. Les abords étaient aussi séduisants que les lointains. Les bois, les étendues libres de bruyères et de genêts jaunes, les massifs de pins d'Écosse, les étangs luisants avec leurs bouleaux surplombants, leurs nénuphars, leurs lits de roseaux, tout cela était magnifique, et pour un œil habitué aux aridités du désert américain, étonnant. Et puis, la solitude. Des journées entières se passèrent, au cours desquelles il ne vit même pas un être humain. Le phare n'était qu'à un quart d'heure de vol de la tour de Charingty, mais les montagnes de Malpais étaient à peine plus désertes que cette lande de Surrey. Les foules qui quittaient quotidiennement Londres ne le quittaient que pour jouer au golf électromagnétique ou au tennis. Puttenham ne possédait pas de terrain de golf. Les surfaces du Riemann les plus rapprochées étaient à Guildford. Les fleurs et le paysage étaient ici les seules attractions, de sorte que comme il n'y avait pas de bonne raison d'y venir, personne n'y venait. Pendant les premiers jours, le sauvage vécut seul, sans être dérangé. De l'argent que lors de son arrivée, John avait reçu pour ses dépenses personnelles, la plus grande partie avait été dépensée pour son équipement. Avant de quitter Londres, il avait acheté 4 couvertures en laine à la viscose, de la corde et de la ficelle, des clous, de la colle, quelques outils et allumettes, bien qu'il eût l'intention par la suite de fabriquer un rouet à feu, quelques pots et quelques casseroles, 2 douzaines de paquets de graines et 10 kg de farine de froment. Non, pas de la pseudo-farine à l'amidon synthétique et aux déchets de coton, avait-il insisté, quand bien même elle serait plus nourrissante.
Mais lorsqu'il se fut agi de biscuits panglandulaires et de pseudo-bœufs vitaminés, il n'avait pas su résister aux phrases persuasives de boutiquier. Contemplant à présent les boîtes en fer-blanc, il se reprocha amèrement sa faiblesse. Odieux produits civilisés, il avait résolu de ne jamais les manger, même s'il mourait de faim. Ça leur apprendra, songea-t-il vindicativement. Cela lui apprendrait aussi à lui. Il compta son argent. Le peu qui lui restait suffirait, espérait-il, à lui permettre de passer l'hiver. Dès le printemps prochain, son jardin produirait de quoi le rendre indépendant du monde extérieur. En attendant, il y aurait toujours du gibier. Il avait vu des lapins en quantité, et il y avait des oiseaux aquatiques sur les étangs. Il se mit à l'œuvre immédiatement pour faire un arc et des flèches. Il y avait des frênes près du phare, et pour le bois des flèches, un petit taillis de jeunes noisetiers, merveilleusement droit. Il commença par abattre un jeune frêne, découpa 2 mètres de tronc, sans branches, l'écorça, et couche par couche enleva tout le bois blanc, comme le lui avait appris le vieux Mitsima, jusqu'à ce qu'il eût une douve aussi haute que lui, rigide en son centre plus épais, nerveuse et vive aux extrémités amincies. Le travail lui procura un plaisir intense. Après toutes ces semaines d'oisiveté à Londres, au cours desquelles il n'avait eu rien à faire, chaque fois qu'il désirait quelque chose, qu'à appuyer sur un commutateur ou à tourner une manivelle, ce lui fut un pur délice d'être occupé à faire quelque chose qui exigeait de l'adresse et de la patience. Il avait presque fini de tailler la verge suivant la forme voulue, lorsqu'il se rendit compte avec un sursaut qu'il chantait. Qu'il chantait! Ce fut comme si, tombant par hasard de l'extérieur sur lui-même, il s'était soudain trahi, il s'était pris en faute flagrante. Il rougit comme un coupable. Après tout, ce n'est pas pour chanter et s'amuser qu'il était venu là. C'était pour échapper à la contamination envahissante par l'ordure de la vie civilisée. C'était pour être purifié et rendu vertueux. C'était pour se racheter par l'activité. Il se rendit compte à sa consternation qu'absorbé par la taille de son arc, il avait oublié ce dont il s'était juré de se souvenir constamment, la pauvre Linda, et sa propre dureté assassine envers elle, et ses odieux jumeaux, grouillant comme des poux sur le mystère de sa mort, insultant par leur présence non seulement à son chagrin et à son repentir personnel, mais jusqu'aux dieux eux-mêmes. Il avait juré de se souvenir, il avait juré de se consacrer à réparer tout cela, et voilà qu'il était assis, heureux, travaillant à la verge de son arc, chantant en vérité. Il rentra, ouvrit la boîte de moutarde et mit de l'eau à bouillir sur le feu. Une demi-heure plus tard, 3 travailleurs agricoles, Delta-, de l'un des groupes Bokanovski de Puttenham, se trouvèrent conduire un camion à Elstead et au sommet du coteau, furent surpris de voir un jeune homme debout devant le phare abandonné, nu jusqu'à la ceinture et se flagellant avec un fouet de corde nouée. Il avait le dos zébré horizontalement de carmin, et de chacune des marques à la suivante coulaient de minces filets de sang. Le conducteur du camion stoppa sur le côté de la route, et avec ses 2 compagnons, contempla, les yeux écarquillés, bouche bée, ce spectacle extraordinaire. 1, 2, 3, ils comptèrent les coups. Après le 8e, le jeune homme interrompit le châtiment qu'il s'infligeait pour courir à la lisière du bois et y vomir violemment. Quand il eut fini, il ramassa le fouet et se remit à se frapper. 9, 10, 11, 12. Ford, murmura le conducteur. Et ses jumeaux étaient du même avis. Forday, dirent-ils. 3 jours plus tard, comme des balbuzards s'abattant sur une charogne, les reporters arrivèrent. Séché et durci sur un feu doux de bois vert, l'arc était prêt. Le sauvage était occupé à confectionner les flèches. 30 baguettes de noisetier avaient été taillées et séchées, munies à la pointe d'un clou acéré et au talon d'une encoche soigneusement coupée. Il avait fait une descente une nuit sur l'établissement d'élevage de volailles à Puttenham et avait à présent des plumes en quantité suffisante pour équiper toute une armurerie. C'est en plein travail, occupé à garnir de plumes le bois de ses flèches, que le trouva le premier des reporters. Sans bruit, grâce à ses souliers pneumatiques, l'homme le rejoignit par derrière. « Bonjour, monsieur le sauvage, dit-il. Je suis le représentant du radio-horaire. » Sursautant comme sous la morsure d'un serpent, le sauvage fut debout d'un bond, éparpillant flèches, plumes, pots à colle et pinceaux dans toutes les directions. « Je vous demande pardon, dit le reporter,
avec un regret sincère. Je n'avais nullement l'intention. Il porta le doigt à son chapeau, le tuyau de poêle en aluminium dans lequel il portait son récepteur et son transmetteur de TSF. « Excusez-moi de ne pas l'ôter, dit-il. Il est un peu lourd. Alors, comme je le disais, je suis le représentant du radio. Qu'est-ce que vous voulez ? Demanda le sauvage, le regardant de travers. Le reporter lui fit en retour son sourire le plus engageant. Eh bien, mais naturellement, nos lecteurs s'intéresseraient vivement à... Il mit la tête de côté, son sourire devint presque un artifice de coquetterie. Simplement quelques paroles de vous, monsieur le sauvage. Et rapidement, d'une série de gestes rituels, il déroula 2 fils métalliques reliés à la batterie portative qu'il portait, bouclés à la ceinture. Il les ficha simultanément dans les parois de son chapeau d'aluminium, toucha un ressort sur le fond, et des antennes se dressèrent en l'air. Toucha un autre ressort, à la lisière du bord, et comme un diable d'une boîte à surprise, il en sortit d'un bond un microphone qui resta là, suspendu, tremblotant à 15 centimètres de son nez. Il rabattit 2 récepteurs par-dessus ses oreilles, pressa un commutateur sur le côté gauche du chapeau, et de l'intérieur arriva un léger bourdonnement de guêpe. Il tourna un bouton à droite, et le bourdonnement fut interrompu par un sifflotement et un toussotement stéthoscopique, par des hoquets et des piaillements soudains. « Allô » dit-il au microphone. « C'est vous, Hetzel ? Ici Primo Melon. »« Oui, je l'ai déniché. Monsieur le Sauvage va maintenant prendre le microphone et dire quelques mots. N'est-ce pas, monsieur le Sauvage ?» Il leva les yeux sur le Sauvage avec un autre de ses sourires engageants qu'il savait si bien pratiquer. « Veuillez simplement dire à nos lecteurs pourquoi vous êtes venu ici. Ce qui vous a fait quitter Londres. Ne coupez pas, Hetzel. » Si brusquement. « Et bien entendu, parlez-leur de votre fouet. » Le Sauvage sursauta. Comment savait-il ce qui avait trait au fouet ? Nous brûlons tous d'envie de savoir quelque chose au sujet du fouet, et puis quelque chose sur la civilisation. Vous savez bien le genre que je veux dire, ce que je pense de la femme civilisée. Quelques mots seulement, très peu. Le Sauvage obéit d'une façon si littérale qu'elle en fut déconcertante. Il prononça 5 paroles, pas davantage. 5 mots, les mêmes que ceux qu'il avait prononcés à Bernard au sujet de l'archichantre de Canterbury. « Annie, son Céso, Zena !» Et saisissant le reporter par l'épaule, il le fit pivoter. Le jeune homme se révéla capitonné à souhait, visa, et de toute la force et la précision d'un de ces maudits footballeurs de championnat, décocha un coup de pied véritablement prodigieux. 8 minutes plus tard, une nouvelle édition du Radio Horaire était en vente dans les rues de Londres. Un reporter du Radio Horaire reçoit du Sauvage mystérieux un coup de pied au coccyx, disait la manchette de la première page. Situation sensationnelle dans le Surrey. Situation sensationnelle même à Londres, songea le reporter, lorsqu'à son retour il lut ces mots-là. Sensationnelle et fort douloureuse, qui plus est. Il s'assit avec précaution pour déjeuner. Sans être arrêté par cette contusion donnée en guise d'avertissement au coccyx de leurs collègues, 4 autres reporters, représentant le Times de New York, le Continuum à 4 dimensions de Francfort, le Moniteur de la science fordienne et le Miroir des Deltas, se rendirent cet après-midi-là au phare et furent reçus avec une violence régulièrement croissante. D'une distance suffisante pour qu'il fût en sécurité et se frottant encore les fesses. « Imbécile ignare !» cria l'homme du Moniteur de la science fordienne. « Pourquoi ne prenez-vous pas de soma ?»« Fichez-moi le camp !» Le Sauvage lui montra le poing. L'autre battit en retraite de quelques pas, puis se retourna. « Le mal est une chose irréelle si l'on en prend 2 grammes. »« Quagva, yato kie !» Le ton de sa voix était celui de la moquerie menaçante. « La douleur est une illusion. »« Ah, vraiment ?» dit le Sauvage, et ramassant une épaisse baguette de noisetier, il s'avança vers lui. L'homme du Moniteur de la science fordienne se précipita d'un bond vers son hélicoptère. Après cela, on laissa quelque temps en paix le Sauvage. Quelques hélicoptères vinrent planer avec curiosité aux abords de la tour. Il décocha une flèche sur celui qui s'approchait avec le plus d'importunité. Elle troua le plancher en aluminium de la cabine. Il y eut un hurlement perçant, et l'appareil fit dans l'air un bond de toute l'accélération que put lui donner son superchargeur.
Les autres, dès lors, se tinrent respectueusement à bonne distance. Traitant par le mépris leur bourdonnement fastidieux, il se compara en imagination à l'un des soupirants de la fille de Matsaki, impassible et persistant parmi la vermine ailée. Le sauvage bêchait ce qui devait devenir son jardin. Au bout d'un certain temps, la vermine se lassa manifestement et s'envolait. Pendant des heures de suite, le ciel au-dessus de sa tête était vide et silencieux. N'eussent été les alouettes. Il faisait chaud, le temps était lourd, l'air était chargé de tonnerre. Il avait bêché toute la matinée et se reposait, étendu par terre. Et tout à coup, la pensée de Lénina fut une présence réelle, nue et tangible, disant « Mon chéri », et « Entoure-moi de tes bras », vêtu seulement de ses chaussettes et de ses souliers, et parfumée. Courtisane impudente. Mais, oh, oh, ses bras autour du cou de John, le soulèvement de ses seins, sa bouche. L'éternité était dans nos lèvres et nos yeux, Lénina. Non, 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 non. Il fut debout d'un bond, et tel qu'il était, à demi nu, sortit de la maison en courant. Au bord de la lande s'élevait une touffe de genévrier chenu. Il s'y jeta et serra, non pas le corps poli de ses désirs, mais une brassée d'épines vertes. Acérées de leurs 1000 pointes, elles le piquèrent. Il essaya de penser à la pauvre Linda, haletante et muette, avec ses mains qui faisaient le geste d'agripper, et les yeux pleins de cette terreur inexprimable, à la pauvre Linda dont il avait juré de se souvenir. Mais ce fut toujours la présence de Lénina qui l'obséda. Même sous les coups et les piqûres des aiguilles de genévrier, sa chair frémissante avait conscience d'elle, de sa présence réelle à laquelle il ne pouvait s'échapper. « Mon chéri, et si tu me voulais aussi, pourquoi ne… » Le fouet pendait à un clou, à côté de la porte, à portée de la main, pour le cas où arrivaient des reporters. Dans un paroxysme de frénésie, le sauvage retourna en courant à la maison, le saisit, le fit tournoyer. Les cordes nouées lui mordirent la chair. « Courtisane, courtisane !» cria-t-il à chacun des coups, comme si ça avait été Lénina, et avec quelle frénésie, sans le savoir, il désirait que ce le fût. Cette Lénina au corps blanc, tiède, parfumée, qu'il flagellait ainsi. « Courtisane !» Et alors, d'une voix désespérée, « Oh, Linda, pardonne-moi, Dieu, je suis vil, je suis méchant, je suis… Non, non, ah, toi, courtisane ! Ah, toi, courtisane !» De sa cachette construite avec soin dans le bois, à 300 mètres de là, Darwin Bonaparte, le plus expert des photographes de fauves de la Compagnie générale des films 100 ans, avait observé toute la scène. La patience et l'adresse avaient été récompensées. Il avait passé 3 jours assis dans le tronc creux d'un chêne artificiel, 3 nuits à ramper sur le ventre à travers la bruyère, à dissimuler les microphones dans des buissons d'ajoncs, à enterrer des fils dans le sable gris et mou. 72 heures de méconfort profond, mais à présent, l'instant solennel était venu, le plus solennel. Darwin Bonaparte eut le temps d'y réfléchir, tandis qu'il se déplaçait parmi les instruments, le plus solennel depuis sa prise de vue du fameux 100 ans 100% hurlant et stéréoscopique du mariage des gorilles. Épatant, se dit-il à lui-même, tandis que le sauvage commençait ses agissements étranges. Épatant. Il maintint ses appareils de prise de vue télescopiques bien centrés sur leur but, collés à leur mouvant objet. Il installa une bonnette d'approche plus puissante pour obtenir un gros plan final du visage affolé et distordu. Admirable. Déclencha, pendant une demi-minute, la prise de vue au ralenti. Effet d'un comique exquis, se promit-il. Écouta pendant ce temps au récepteur les coups, les gémissements, les paroles farouches et démentes qui s'enregistraient sur la bande sonore au bord de son film. Essaya l'effet d'une légère amplification. Oui, c'était mieux ainsi, décidément. Fut ravi d'entendre dans le silence momentané le chant perçant d'une alouette. Eût voulu que le sauvage se retournât, de façon qu'il pût obtenir un bon gros plan final du sang qui lui coulait sur le dos. Et presque immédiatement, quelle chance étonnante! Le garçon complaisant se retourna effectivement, et il put prendre un gros plan final parfait. Eh bien ça, c'était formidable, se dit-il quand tout fut terminé. Réellement formidable.
Il s'essuya le visage. Après qu'on aurait introduit les effets du 100 ans au studio, ce serait un film merveilleux. Presque aussi bon, songea Darwin Bonaparte, que la vie amoureux du cachalot. Et cela, par Ford, ce n'était pas peu dire. 12 jours plus tard, Le Sauvage de Surrey était projeté et pouvait se voir, s'entendre et se sentir dans tous les palaces de cinéma 100 ans de premier ordre de l'Europe occidentale. L'effet produit par le film de Darwin Bonaparte fut immédiat et énorme. L'après-midi qui ont suivi la présentation au public, la solitude rustique de John fut soudain violée par l'arrivée dans les airs de tout un gros essaim d'hélicoptères. Il bêchait son jardin, il bêchait également son esprit, ramenant laborieusement à la surface la substance de ses pensées. La mort, et il enfonçait une fois sa bêche, puis de nouveau, encore. Et tous nos hier ont éclairé à des sauts le chemin poudreux de la mort. Il grondait à travers ses mots un tonnerre probant. Il souleva encore une pelletée de terre. Pourquoi Linda était-elle morte? Pourquoi avait-on permis qu'elle devînt graduellement moins qu'humaine? Et enfin, il frémit. Une charogne bonne à baiser. Il planta son pied sur la bêche et l'enfonça farouchement dans le sol dur. Des mouches pour des gamins méchants. Voilà ce que nous sommes pour les dieux. Ils nous tuent pour s'amuser. De nouveau du tonnerre, des mots qui se proclamaient vrais, plus vrais en quelque sorte que la vérité même. Et pourtant, ce même Gloucester les avait appelés des dieux toujours doux. D'ailleurs, le meilleur de ton repos, c'est le sommeil, et tu le provoques souvent de toi-même. Cependant, tu crains violemment la mort qui n'est rien de plus que le sommeil. Dormir, rêver peut-être. Sa bêche buta contre une pierre. Il se baissa pour la ramasser, car dans ce sommeil de la mort, quel rêve! Un bourdonnement au-dessus de sa tête était devenu un rugissement, et soudain, il fut dans l'ombre. Il y eut quelque chose entre le soleil et lui. Il leva les yeux, sursauta en quittant son travail à la bêche, en quittant ses pensées. Il leva les yeux dans un ébahissement ébloui, l'esprit errant encore dans cet autre monde, plus vrai que la vérité, encore concentré sur les immensités de la mort et des dieux. Il leva la tête et vit au-dessus et tout près l'essaim des appareils planants. Ils arrivaient comme des sauterelles, restaient suspendus, immobiles, descendaient tout autour de lui sur la bruyère. Et du ventre de ces sauterelles géantes sortaient des hommes en complet de flanelle blanche à la viscose, des femmes, car il faisait chaud, en pyjama de chantoun, à l'acétate, ou en culottes courtes de velours de coton et jersey, sans manches, à fermeture éclair à demi ouverte. Un couple par appareil. Au bout de quelques minutes, il y en eut des douzaines, disposées suivant une vaste circonférence, tout autour du phare, écarquillant les yeux, riant, déclenchant leurs appareils photographiques, lançant, comme à un singe, des cacahuètes, des paquets de gomme à mâcher à l'hormone sexuelle, des petits beurres panglandulaires. Et à chaque instant, car franchissant la crête de Oxback, le flot de la circulation coulait à présent sans arrêt. Leur nombre augmentait. Comme dans un cauchemar, les douzaines devenaient des vingtaines, les vingtaines des centaines. Le sauvage avait battu en retraite vers un abri, et à présent, dans la pose d'un animal aux abois, il se tenait le dos au mur du phare, portant son regard d'un visage à l'autre, en aurore muette, comme un homme dément. Il fut réveillé de cette stupeur à une conscience plus immédiate de la réalité, par le choc contre sa joue d'un paquet de gomme à mâcher, lancé avec précision. Un sursaut de douleur et de surprise, et il se trouva réveillé en plein, réveillé et pris d'une colère farouche. « Allez-vous-en » hurla-t-il. Le singe avait parlé. Il y eut une explosion de rire et de battements de mains. Ce bon vieux sauvage. À la bonne heure donc. Et parmi la confusion des voix, il entendit des cris de « Fouet, fouet, le fouet !» Obéissant à ce que suggérait ce mot, il saisit à son clou derrière la porte la touffe de corde nouée et la brandit avec colère devant ses tortionnaires. Il y eut un hurlement d'applaudissements ironiques. Il marcha sur eux d'un air menaçant. Une femme poussa un cri d'effroi. La ligne fléchit en son point le plus immédiatement exposé, puis se redressa,
se maintint ferme. La conscience d'être en force écrasante donnait à ces curieux un courage auquel le sauvage ne s'était pas attendu de leur part. Surpris, il s'arrêta et jeta un regard à la ronde. « Pourquoi ne voulez-vous donc pas me laisser en paix ?» Il y avait une note presque plaintive à sa colère. « Prenez quelques amandes salées, au magnésium !» dit l'homme qui, si le sauvage venait à s'avancer, serait le premier attaqué. Il tendit un paquet. « Elles sont réellement très bonnes, je vous assure, » ajouta-t-il, avec un sourire propitiatoire, un peu nerveux. « Et les sels de magnésium contribueront à vous maintenir jeune. » Le sauvage traita son offre par le mépris. « Que me voulez-vous » demanda-t-il, se tournant de l'un à l'autre des visages ricanants. « Que me voulez-vous » ? « Le fouet » répondirent confusément sans voix. « Faites-nous le coup du fouet ! Faites-nous voir le coup du fouet !» Puis à l'unisson et sur un rythme lent et lourd. « Nous voulons le fouet !» cria un groupe à l'extrémité de la ligne. « Nous voulons le fouet !» D'autres reprirent aussitôt le cri, et la phrase fut répétée à la manière des perroquets, maintes et maintes fois, avec un volume de son sans cesse croissant, si bien qu'à partir de la 7e ou 8e répétition, nul autre mot ne fut plus prononcé. « Nous voulons le fouet !» Ils criaient tous ensemble, et grisés par le bruit, par l'unanimité, par le sens de la communion rythmique, ils auraient pu, semble-t-il, continuer pendant des heures, presque indéfiniment. Mais vers la 25e répétition, la manœuvre fut soudain interrompue. Un hélicoptère de plus était arrivé d'au-delà de la crête de Hochzbach, resta suspendu au-dessus de la foule, puis se posa à quelques mètres de l'endroit où se tenait le sauvage, dans l'espace libre entre la ligne des curieux et le phare. Le fracas des hélices couvrit momentanément les cris, puis, tandis que l'appareil touchait le sol et que les moteurs s'arrêtaient, ils reprirent. « Nous voulons le fouet ! Nous voulons le fouet !» du même ton fort, insistant, monotone. La porte de l'hélicoptère s'ouvrit, et il en sortit d'abord un jeune homme blond, à la figure rouge, puis, vêtu d'une culotte courte, en velours de coton vert, une chemise blanche, et coiffée d'une casquette de jockey, une jeune femme. À la vue de la jeune femme, le sauvage tressaillit, recula, pâlit. La jeune femme resta debout, souriant vers lui, d'un sourire incertain, implorant, tout chargé d'humilité, eût-on dit. Les secondes se passèrent. Ses lèvres remuèrent, elle disait quelque chose, mais le bruit de sa voix était couvert par le refrain réitéré et vigoureux des curieux. « Nous voulons le fouet ! Nous voulons le fouet !» La jeune femme appuya des 2 mains contre son flanc gauche, et sur son visage luisant comme une pêche, joli comme celui d'une poupée, apparut une expression étrangement incongrue, de détresse chargée d'ardent désir. Ses yeux bleus semblèrent s'agrandir, devenir plus brillants, et soudain, 2 larmes lui roulèrent le long des joues. Sans qu'on eût pu l'entendre, elle parla de nouveau, puis d'un geste vif et passionné, elle tendit les bras vers le sauvage, elle s'avança. « Nous voulons le fouet ! Nous voulons !» Et tout à coup, ils eurent ce qu'ils voulaient. « Courtisane !» Le sauvage s'était précipité sur elle comme un fou. « Fouine !» Comme un fou, il s'était mis à la cingler de son fouet de corde mince. Terrifiée, elle avait fait demi-tour pour s'enfuir, avait trébuché et était tombée parmi les bruyères. « Henri ! Henri !» cria-t-elle. Mais son compagnon à la figure rouge s'était sauvé à l'abri du danger derrière l'hélicoptère. Avec un hurlement de surexcitation ravie, la ligne se rompit. Il y eut une ruée convergente vers ce centre d'attraction magnétique. La douleur était une horreur qui les fascinait. « Chauffe, Luxure, chauffe !» Avec frénésie, le sauvage la cingla de nouveau. Avidement, ils se rassemblèrent alentour, poussant et se pressant comme des porcs autour de l'auge. « Oh, la chair !» Le sauvage grinça des dents. Cette fois, c'est sur ses propres épaules que s'abattit le fouet. « À mort ! À mort !» Attiré par la fascination de l'horreur et de la douleur, et intérieurement poussé par cette habitude de l'action commune, ce désir d'unanimité et de communion, que leur conditionnement avait si indélébilement implanté en eux, ils se mirent à mimer la frénésie de ses gestes, se frappant les uns les autres, tandis que le sauvage frappait sa propre chair rebelle, ou cette incarnation potelée de la turpitude qui se tordait dans la bruyère à ses pieds. « À mort! À mort! À mort !»
continuait à crier le sauvage. Puis soudain, quelqu'un commença à chanter. « Orginet, Porginet !» Et en un instant, ils eurent tous repris le refrain, et chantant se mirent à danser. « Orginet, Porginet !» tournant, tournant et tournant en rond, se frappant l'un l'autre en mesure à 6/8. « Orginet, Porginet !» Il était plus de minuit lorsque le dernier des hélicoptères prit son vol. Stupéfié de soma et épuisé par une frénésie prolongée de sensualité, le sauvage était étendu, endormi sur la bruyère. Le soleil était déjà haut dans le ciel quand il se réveilla. Il resta étendu un moment, les yeux clignotant à la lumière, dans une incompréhension de hibou. Puis tout à coup, il se souvint de tout. « Oh mon Dieu, mon Dieu !» Il se couvrit le visage de ses mains. Ce soir-là, le vol d'hélicoptères qui arrivèrent en bourdonnant par-dessus la crête de Hoxbach était un nuage sombre de 10 kilomètres de long. La description de l'orgie de communion de la nuit dernière avait paru dans tous les journaux. « Sauvage !» appelèrent les premiers arrivants, tandis qu'ils descendaient de leurs appareils. « Monsieur le sauvage !» Il n'y eut pas de réponse. La porte du phare était entr'ouverte. Ils la poussèrent et entrèrent dans un crépuscule de volets clos. Par une arche à l'autre bout de la pièce, ils apercevaient le pied de l'escalier qui montait aux étages supérieurs. Juste sous la clé de voûte pendaient 2 pieds. « Monsieur le sauvage ?» Lentement, très lentement, comme des aiguilles de boussole que rien ne presse, les pieds se tournèrent vers la droite. Nord, nord-est, est, sud-est, sud, sud-ouest. Puis ils s'arrêtèrent et au bout de quelques secondes, revinrent avec aussi peu de hâte vers la gauche. Sud, sud-ouest, sud, est. Merci d'avoir écouté Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley sur Classique en lecture. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo de lecture. Et n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. À très vite sur Classique en lecture.